Loïc, toujours là? Tout est parfait. Bon, parfait. Hein. Bon, bah, c'est bien, on a une belle assemblée ici présente. Voilà, pour cette deuxième assemblée générale ordinaire l'association Éco de France. Au Cube, EIC qui nous accueille aujourd'hui. Merci Bertrand de nous accueillir dans ta salle de. C'est quoi la salle internationale Relations et communication. Relations, communication internationale. Une AG hybride, hein, parce que voilà, on a pu proposer aussi en ligne et qui sera suivi d'un meet-up tout à l'heure. Donc d'abord, avant tout, pétillante année 2023, hein, c'est la nouvelle année. Voilà, c'est l'occasion de se revoir pour bien débuter l'année et déjà faire le point aussi sur l'année précédente. Alors, vous allez dû recevoir les chats de ChatGPT par mail. En tout cas, c'est un peu le buzz du moment. Hein. C'est vrai que je ne connaissais pas il y a 2 semaines, mais depuis, j'en entends que parler. Et ça marche plutôt bien, en tout cas. Pareil. Hein. Donc, avec aussi Dolby sur la fabrication d'images. On peut s'amuser et sur le texte aussi. Donc, à explorer, en tout cas, pour nos projets, parce que forcément, ça impacte un peu tout le monde. Et en termes de créativité, il y a certainement des choses à faire et à explorer. Le programme, donc, jusqu'à 18h, on va aborder ces différents sujets, notamment le rapport d'activité de l'année passée 2022, le rapport financier également, avec Aude, notre trésorière, et puis voilà, les perspectives 2023, et puis à partir de 18h, Bertrand et David nous proposeront une petite visite pour ceux qui ne connaissent pas encore ce lieu, et puis on enchaînera avec le meet-up jusqu'à à peu près 20h. Voilà, ensuite il y aura un petit cocktail. Ah oui, c'est le selfie time alors. Alors c'est vrai que là c'est un peu plus compliqué. Et même avec en ligne et tout, ça va être chaud. Mais, bon. Ah, mais c'est vrai qu'il faudrait. Ah non, sinon je vais le faire en panorama. Oh là là, en panneau. on était beau au début. Voilà. Alors, 4.2, c'est parti. Voilà, et sans masque. C'est bon quand c'est fait. Vous pouvez respirer. On vient de lâcher en fait. Parfait. Et toi, tu t'es. Et toi, Chris, t'es dessus? Non, mais bon, je prends la photo. Non, mais ça rend bien. Ça changera de d'habitude. Voilà, donc EdTech Hauts-de-France, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'association, donc on a fait le lancement officiel le 5 novembre 2020 en visio, hein, c'était encore le Covid, en tout cas le confinement. Et donc, pour résumer, voilà, on fédère l'écosystème EdTech, donc des solutions numériques au service de l'éducation et de la formation professionnelle. Voilà, depuis en tout cas octobre 2020, on développe et on promeut cette filière en région en Hauts-de-France sur le territoire. Et donc, le collectif est ouvert à tout type de structures. Ce n'est pas que des startups, c'est aussi des écoles, des laboratoires de recherche, des institutions publiques, des indépendants, des OF, des organismes de formation, des clusters et toutes les personnes qui s'intéressent de près à ce sujet. Alors, il y a Sylvie qui veut arriver, donc on va l'admettre. Voilà. Donc, développer un territoire apprenant et inclusif capable de préparer son futur, c'est bien notre mission, en tout cas, territoire apprenant et inclusif. Et en termes de vision et d'ambition, c'est de faire des Hauts-de-France un territoire, une terre remarquable d'innovation pédagogique et numérique, qui peut nous rassembler, en tout cas, avec des valeurs partagées autour de l'entrepreneuriat, de la réciprocité, de la vision sociale de la tech et l'ambition territoriale, conviviale, sans prise de tête. En tout cas, c'est sur quoi on promeut l'ambiance. Alors, vous avez remarqué par rapport à peut-être les slides des autres meet-up, on a fait un peu de nettoyage sur les slides. Donc, Olivier s'est collé à pouvoir rendre plus lisible, en tout cas, notre présentation. Donc voilà, c'est un peu plus clair maintenant. Donc, développer et promouvoir le secteur en région, pouvoir développer des collaborations entre membres, et notamment faire des synergies pour répondre à des appels d'offres, mutualiser des contacts. Et puis aussi développer l'axe recherche
voilà, de pouvoir mener des projets aussi de recherche sur les EdTech, des projets plus globaux. Donc voilà, là c'était l'AG de il y a 2022, hein, donc on était comme ça. Maintenant on est comme ça, donc On est comme ça. Mais voilà, souvenez-vous, pour ceux qui étaient là. Donc voilà, le rapport d'activité, donc en résumé, on a décollé, maintenant on est dans la foulée du décollage de 2020 à 2021. De la convivialité bien sûr, de la collaboration et puis des projets innovants que je vais vous résumer aujourd'hui. Donc en termes de chiffres par rapport à notre association, donc on est à 27 membres au 31 décembre 2022. Il y a eu une perte parce que l'année dernière, il y avait les affiliés de EdTech France qui étaient automatiquement membres de EdTech Hauts-de-France. Là, les règles ont changé. Et donc, on a quand même pu maintenir à peu près, l'année dernière, on était à peu près à 50. C'est à peu près les 22 qui ne payaient pas leurs cotisations, qui n'ont pas forcément payé leurs cotisations, mais en tout cas, on est 27 membres cotisants, à la fois des petites organisations, 12, des grandes organisations, 7, et puis des cotisations individuelles, avec aussi des partenaires. Et puis, voilà, vous avez un peu les nombres, 400 inscrits à newsletter, 750 abonnés sur LinkedIn et 250 sur Twitter. Voilà, les membres, hein, donc voilà, je ne vais pas tous les citer, mais en tout cas, on a une belle assemblée avec aussi des écoles également, des startups, des grandes écoles du numérique, des grandes écoles de commerce et d'ingénieurs, des universités, et puis aussi tous les partenaires, avec aussi l'apport de la Fondation Denise et Norbert Segard, qui est peut-être la nouveauté par rapport aux années précédentes. Donc la rétrospective, il y a eu le recrutement de Julien, ici parmi nous, donc par Euratechnologie avec des fonds européens, et qui voilà, dans sa mission, nous permet d'avoir un peu de temps pour pouvoir animer la filière et surtout faire des ponts avec l'accélération, l'accompagnement des EdTech en France. Donc, voilà, bah, si tu veux, Julien, dire un petit mot pour te présenter. Puis Déjà, bonjour à tous. Je vois beaucoup de visages que je ne connais pas, mais quasiment tous. À Euratechnologie, je ne présente pas un incubateur accélérateur du Nord. Et j'accompagne à peu près 25 projets dans les domaines. Alors, il y a aussi la HR Tech, hein, il n'y a pas que la EdTech dans le portefeuille, et aussi des boîtes plutôt EdTech, tout ce qu'on peut imaginer de jeux. Enfin, c'est assez divers, et j'ai commencé le 4 juillet. Voilà. Donc, je suis tout récent sur ce poste. Et c'est aussi une filière qui se met en place, hein, qui n'existait pas avant par rapport à d'autres verticales, par exemple comme les FinTech ou l'agriculture ou l'industrie qui ont plusieurs années d'existence. Ça sort de terre. Voilà. Donc, c'est la première promo en octobre, et on va avoir un nouveau batch, une nouvelle promotion startup en mars. Voilà. tu pourras peut-être nous raconter au meet-up le CES. Sûrement. Voilà, ça peut être intéressant. Super, bah merci en tout cas et bienvenue. Voilà, on a pu aussi travailler en mode consortium, et notamment il y a eu différents AMI, notamment innover dans la forme scolaire. Donc notamment Bertrand avec le Cube a pu y répondre, et un certain nombre d'entre nous on a pu s'y greffer. Récemment aussi on a intégré un autre consortium sur un autre AMI qui s'appelle CMA, Compétences et métiers d'avenir, avec Didask, une start-up EdTech en France sur la neurocognition. Et via Agathe Leproux, qui est une consultante EdTech, on a pu, là vraiment, la EdTech Hauts-de-France est partie prenante. En tout cas, si on a l'AMI, on pourra avoir de l'argent, notamment, pour financer des actions de démonstrateurs EdTech de tiers-lieux, notamment. Et donc, voilà, on a essayé, en tout cas, et ce sera peut-être la continuité 2023, de pouvoir ensemble être plus fort, parce que c'est ce qui est façon demandée par les AMI et autres appels d'offres, de pouvoir répondre en consortium d'acteurs pour avoir les fameux fonds. Donc, on croise les doigts sur les différents projets. Je sais qu'aussi l'IRTS Hauts-de-France, qui est aussi membre, a eu un Definum, qui est un autre AMI, et je vais en parler tout à l'heure, mais voilà, il y aura un événement sur la réalité virtuelle dans le travail social, qui est financé justement par Definum, et donc un AMI auquel on soutenait, on va dire, EdTech Hauts-de-France. Donc l'association peut à la fois soutenir et faire des lettres de soutien si vous répondez à des AMI ou autres, ou bien être partie prenante, et là, voilà, s'engager un peu plus. Donc ça, c'était aussi un projet. Une autre, donc l'Académie EdTech qui avance
petit à petit, avec l'Université de Lille, on a fait une séance de co-design à l'Université de Lille pour définir et co-construire ce diplôme universitaire EdTech qui vise à accompagner des entrepreneurs qui voudraient se lancer dans la EdTech. Et donc, avec l'Université de Lille. Donc, on a avancé sur la maquette pédagogique, notamment. Et voilà, EdTech Entrepreneurship Programme prend petit à petit forme et on espère qu'en septembre ou octobre 2023, il y aura ce lancement. Peut-être attaché à un autre DU existant pour gagner du temps. Mais en tout cas, il y aura des choses qui vont être proposées dans les prochains mois. Et l'idée, c'est que des entrepreneurs chevronnés ou des personnes qui ont des expertises puissent intervenir dans ce DU pour accompagner, coacher les futures pépites et les jeunes pousses en herbe. Voilà. Ensuite, les États généraux de la transition inclusive, auxquels on a participé avec Badjon et Hauts-de-France le 24 février 2022, qui est un événement avec le plus important, qui est un think tank à Paris, qui travaille beaucoup sur l'inclusion numérique et sur divers sujets autour de l'intelligence artificielle, des badges numériques, etc. Et donc, on a proposé un territoire apprenant et inclusif, une utopie pragmatique en Hauts-de-France, sous forme d'un dialogue uchronique, donc un dialogue dans le futur. Et donc, vous pouvez retrouver, je pense, le replay, il est en dessous sur YouTube. Donc, si ça vous intéresse, ce sujet-là. Il y a également les trophées de la formation professionnelle EdTech en 2022, le 8 mars, voilà, auquel l'IRTS nous a accueillis pour la soirée régionale, et puis il y avait une soirée nationale à Paris avec la Haut-Commissaire aux compétences, auquel voilà, on a pu recevoir un prix avec aussi Cantou qui a reçu un prix sur le cahier inclusif. Donc, on était bien représentés en Hauts-de-France pour voilà, ce palmarès de cette première édition de ce prix d'entrepreneur EdTech de la formation professionnelle. On a également organisé un meet-up sur l'international à la CCI Hauts-de-France, voilà, avec la CCI qui nous a accueillis, et puis l'intervention de 2 VIE internationaux de EdTech France qui se situent en Amérique du Sud et dans le Moyen-Orient. Et donc, voilà, si vous avez des projets à l'export, en tout cas, Jérémy de la CCI est à nous aider, à nous accompagner, les VIE également, pour ces projets-là. Il y a également le Happy Learning Day avec le réseau Canopée Lille, avec Eva, avec qui on a co-construit cet événement, et avec toute une journée de salon EdTech, et puis ensuite de meet-up, une journée intense, pour lequel on a pu signer une convention avec Canopée, voilà, au niveau national, parce qu'il y avait Marie-Caroline Nomissière, la DG de Canopée, pour travailler plus d'accompagnement des startups EdTech, notamment via l'accélérateur voilà, de Canopée, peut nous conseiller pour pouvoir développer dans l'éducation nationale, notamment des projets. Donc là, vous avez quelques photos. Donc, il y avait Sylvain, il y avait Sophie d'Orienteuil, il y avait Marianne, il y avait Minache de Cantou. Et puis, on a fait un fishbowl aussi. On a fait un fishbowl, un bocal à poisson sur un débat autour de l'apprentissage de la société, de l'interactivité. Ouais, c'était EdTech et gamification, le thème de ce débat. Voilà, on est parti à Ludovia aussi cet été à Aix-les-Thermes. Ouais, bah, c'est sérieux sans prendre au sérieux. Moi qu'on avait des badges. En bleu, blanc, rouge. Donc, Ludovia, qui est un événement tous les ans dans Aix-les-Thermes, dans les Pyrénées, la transition entre les vacances d'été et la rentrée scolaire. Et puis, voilà, très, très sympathique avec un casino, des thermes et puis des gens sympas. Donc, Ils ont pris la photo avec les badges. Et voilà, donc ça c'est à recommander. Donc Ludovic a un salon, enfin, un événement sur le numérique éducatif en France, qui est très sympa. After Work Incredible Tech avec French Tech Lille à la rentrée. C'est la rentrée des EdTech, et donc on a pu le 13 septembre faire cet After Work près de la technologie au French Tech Central, qui était aussi sympa, avec aussi des témoignages de EdTech régionales, avec Ludovic de The Red Game, Minache, Kevin Dorian-Toi, Omar également sur réalité virtuelle. Voilà, donc si c'était
un des meet-ups qu'on a pu organiser. Et puis, il y a eu aussi l'organisation du premier prix de l'entrepreneur EdTech, avec la Fondation Denise et Norbert Segard, avec près de 12 000 euros de prix qui ont été distribués, notamment à Aude Guénaud de Plume, qui est une ch'ti à la base, Muriel Dovahomme, qui a aussi eu un prix sur l'inclusion, et puis Rachid et Nordine de Schoolmed, qui ont aussi eu un prix, mais les 6 lauréats avec Oriente-toi, Omar et Archipel ont pu avoir une mise en visibilité et une reconnaissance, on va dire, du jury, parce qu'il y a eu, je pense que c'était une quarantaine de candidatures, une présélection des porteurs de projets, et donc un jury pour déterminer ces prix-là. Donc, c'était un bon soutien, vraiment une collaboration avec la Fondation Denise et Norbert Segard, et puis un beau jury également, avec Eva, Olivier, il y avait Arnaud Poulon de la région, il y avait Emmanuel aussi, il y avait les gens de la Fondation, David Detève de la DAN, régionale, des gens Super Capital, un beau panel. Et puis aussi une belle soirée aussi, qu'on a pu vivre avec le marrainage de Violette Spielgood, députée. Et donc, ça a été aussi une très belle soirée à Juliette, qu'on a pu organiser, les trophées fabriqués par le Cube. Bref, en tout cas, on va certainement recommencer l'année prochaine, cette deuxième édition du prix. En tout cas, nous, on est plutôt partants. Après, il faut que la Fondation soit partante, mais normalement, il n'y a pas de souci. C'est plutôt bien parti. Ensuite, il y a eu un forum des usages numériques à Beauvais, donc l'équivalent un petit peu de ce qu'on avait vécu à Canopée-Lille, mais à Beauvais, avec un certain nombre de structures plutôt de l'Aisne, de la région parisienne, Archipel, Cantou aussi, je ne sais pas si Corneille y était, non. Bon, après, c'est des événements pour mieux connaître cet écosystème-là, même s'il n'y avait pas forcément full non plus, mais bon, c'est l'occasion de découvrir ça. Il y a aussi une NEC au Stade Bollard, et j'ai pu rencontrer EdTech Outre-mer. C'était marrant de voir tous les Martinique, Guadeloupe, Réunion et autres tous rassemblés. Donc, on a eu le toucan dehors. Le toucan, c'est leur symbole de EdTech Outre-mer. Donc, c'est marrant de les voir à Stade Bollard à l'avance. Improbable. On ne s'attend pas à voir EdTech Outre-mer à Stade Bollard, mais si. Donc, c'est simple. Aussi, la nouveauté cette année, donc on est passé de Slack à WhatsApp, qui est beaucoup plus simple et interactif. Vous pouvez rejoindre le groupe des membres de Hauts-de-France sur le WhatsApp pour s'échanger les infos. Également, on est en train de travailler avec un nouveau site web qui va être publié là ce soir ou demain. Peut-être vous montrer, parce que j'ai quand même la maquette ici. Donc, du site internet où vous allez avoir ici des petites bannières, ici la mission rappelée, les différents derniers événements, prochains événements, la présentation simplifiée de l'association qui sera accessible, le formulaire d'adhésion, l'inscription à la newsletter, et puis également ici les activités, donc nos différentes actions qui seront présentées, et puis les différents membres aussi, que vous pourrez retrouver, les partenaires, et puis les membres, et puis aussi un open badge de contributeurs. Vous êtes contributeur de l'EdTech en France, vous pourrez demander ce badge numérique directement délivré par EdTech Hauts-de-France, et qui va vous permettre sur les réseaux sociaux, sur votre LinkedIn, etc., d'afficher fièrement votre appartenance et votre action pour EdTech Hauts-de-France. Donc, un site assez simple, mais qui permettra déjà d'avoir un site internet qui n'était pas forcément le cas avant. Donc, au moins, on aura une identité numérique. Voilà. Est-ce que vous avez des ressentis, des retours par rapport à cette année écoulée, avant qu'on aborde le futur? Mais déjà, vous avez des choses à ajouter, peut-être, si ça a été assez fidèle à ce qu'on a vécu cette année. Et en ligne aussi, vous pouvez parler. Non, ça va.
Pas de réaction. Pas de... Tout était correct. Tout à fait. Très bien. On peut aussi vous faire un point sur le bureau de l'association. En 2022, donc, on a eu la démission de Julien Daucher de Canopée, qui ne pouvait pas être à la fois membre du bureau et jury de TNE, je pense, Territoire Numérique Éducatif. Donc voilà, on a décidé de démissionner. Puis, voilà, Eva est là aussi pour représenter et agir. Mais en tout cas, il n'y a pas forcément eu de candidature et il n'y a pas forcément de renouvellement, parce que d'après nos statuts, c'est tous les 3 ans qu'il y a un renouvellement de bureau et des membres, et donc il n'y a pas forcément d'élection cette année. Peut-être, Aude, le rapport financier, peut-être nous dire. Alors, il est assez simple, mais en tout cas, on a essayé de faire des petites nouveautés. Voilà. Alors, au niveau des charges, en fait, on a des charges qui s'élèvent à 20 358,57 €, qui se répartissent de 2 façons. Alors, on a les frais qui sont plus courants, donc l'événementiel, les frais de logistique, la communication, les boutiques, etc. Donc, qui s'élèvent à 3 575,57 €. Et on a choisi de valoriser donc les emplois et les contributions en nature en fait, qui sont mis à notre disposition et qui s'élèvent à 16 783 €. Et alors, et qui correspond, donc là, Chris peut peut-être vous expliquer en fait pourquoi on a bénéficié de ça. Alors, j'ai mis pour 3 jours de bénévolat par mois qui correspond un peu au temps passé pour organiser les événements, faire la gestion de projets, etc. On a aussi ajouté 2 jours par mois qui sont le job de Julien, qu'on a valorisé à cette hauteur-là, qui est mise à disposition d'Euratechnologie. On a également la mise à disposition de salles gratuitement. Donc on organise un meet-up comme aujourd'hui. Ici, on ne paye pas forcément la salle, merci Bertrand, mais on valorise quand même la chose. Et puis aussi, on a, pour l'info, si vous ne savez pas, mais on a aussi 2 places de coworking à Euratechnologie. Donc voilà, si vous êtes de passage à Euratechnologie, sachez que vous avez un espace de travail qui est à disposition. Je me permets de compléter, il y a 2 places, mais si vous en avez besoin de plus, allez-y. Débarquez pas à 15, mais non, mais je dis, parce que, ne vous limitez pas aux 2 places. Nous, on a des espaces, il faut en profiter, donc que ce soit ponctuel ou un peu récurrent, tant que je suis un peu au courant dans la boucle, on peut aller. Donc voilà, des fois, moi je suis de passage à Euratech, pour me poser, je monte au premier étage pour aller à cet espace de coworking. Donc voilà, c'est bon à savoir en tout cas. Et donc voilà, dans la convention qu'on a avec Euratechnologie, on a théoriquement 2 places. C'est aussi valorisé. Donc forcément, ça correspond à plus de 16 000 € par rapport à notre budget et notamment nos ressources. Voilà, alors nos produits donc, qui s'élèvent à 20 151 €, parmi lesquels on retrouve les cotisations donc, qui s'élèvent à 3 368 € pour 2022. Et donc, le reste, donc, on a remis en contribution volontaire, donc tout ce qui est voilà, le bénévolat, les prestations, tout ce qui est mis à notre disposition, donc à hauteur de 16 783 €. Et nous terminons l'année 2022 à moins 207,57 €. Donc, alors, on avait encore en fait un surplus de l'année précédente. Mais voilà, du coup, il faut qu'on accélère un petit peu nos cotisations et nos recherches de partenaires. Et au niveau de la trésorerie, tu as le chiffre ou pas? Donc, en trésorerie, on est aujourd'hui à plus 3 055 €. Voilà. Une année de fonctionnement en trésorerie, théoriquement. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions spécifiques sur le budget. Il est assez court et simple, mais en tout cas, on a décidé de valoriser cette année pour notamment les financeurs publics et autres. Voilà, ça fait plus sérieux qu'on a 20 000 que 3 000. Et puis, on a le droit de le faire. Voilà. Donc, on va voter les résolutions. Voilà, donc l'approbation du rapport d'activité et l'approbation du rapport financier. Donc voilà, les questions qu'on a, c'est approuvez-vous le rapport d'activité de l'année 2022 de l'association? Alors en ligne, si vous nous écoutez, vous pouvez aussi parler parce qu'on ne vous voit pas. Donc voilà,
je ne sais pas si vous êtes là. Il y a quelqu'un? Oui. On est au moins 3. On est là. Ah ouais, 3, d'accord. Donc Loïc, tu approuves, Sophie? J'approuve. Bah oui. Tu approuves aussi? Et puis, Oui. ouais. Ouais. Ah, c'est Stéphane? Ouais, C'est bon pour toi? c'est bon pour moi. Très bien. Alors, qui dans la salle approuve ou qui approuve? Je crois qu'en ligne, il y a encore d'autres personnes. Pour moi, on est 6 en ligne. Alors, il y a Sylvie Pouchin de la CMA et j'approuve. Très bien, merci. Merci. Et il y a Jean. Voilà. Allez, Jean. T'es là, Jean? Bon, alors, est-ce que tu t'abstiens, Jean? Il y aura Jean qui s'abstient. Et qui n'approuve pas, bon, qui ne dit mot consent. Hein. Ah, voilà. Jean. Oui. Ah, il est là. Bon, merci Jean. Donc, on prend. Et oui, On oui, a oui. finalisé, le rapport d'activité et puis le rapport financier. Voilà, deuxième question. Voilà, en ligne, qui approuve le rapport financier? OK pour moi. Oui, ok pour moi aussi. C'est bon. OK pour moi, oui. Félix, Oui. ouais, Oui pour moi. super Jean. Il manque quelqu'un? OK pour moi aussi, Sylvie Pouchin. Ah, merci Sylvie. Et Stéphane? Oui, c'est parfait. Oui. Très bien, donc merci. Dans les salles, qui approuve le rapport financier? Voilà, très bien. Super, voilà, approuvé à l'unanimité. Merci pour votre approbation. Voilà, on va passer aux perspectives 2023 maintenant. Donc voilà, on attaque, comme on disait, par la cotisation qui n'évolue pas par rapport à l'année précédente, hein, toujours cotisation individuelle à 20 €, cotisation, petite organisation, moins de 1 million de chiffre d'affaires à 100 €, supérieur à 1 million d'euros hors taxe, 300 €. On a recréé un nouveau formulaire d'adhésion sur Helloasso, sachant que vous pouvez bénéficier d'une réduction si vous êtes membre de EdTech France. Vous avez moins 10% avec le code alors, région, je crois que c'est pour les membres entreprises, ouais. Donc, vous pouvez aussi bénéficier d'une réduction si vous cotisez à EdTech France. Et donc là, c'est le code région, et sinon, c'est EdTech HDF pour bénéficier de. Voilà. Les explications, vous le recevrez PowerPoint, et vous pourrez mettre dans le code promo. Voilà. Donc, donc, en tout cas, c'est important que tout le monde puisse. Voilà, on ne peut pas attendre la fin d'année pour réadhérer, en tout cas, parce que sinon, ça décale d'une année. Donc, voilà, on vous lancera la perche. Mais voilà, le but, c'est qu'on cotise pour 2023. Donc, maintenant, c'est annuel, hein, du 1er janvier au 31 décembre pour 2023. Voilà, le badge de contribution, vous pourrez aussi demander voilà, pour obtenir ce lien. Alors, c'est bit.ly/edtech-hdf. Vous pourrez aussi obtenir votre badge numérique de l'association en remplissant le formulaire. Et puis, on va passer maintenant à un peu les perspectives par secteur d'activité. Donc, on a Marianne qui va nous parler du secteur premier degré scolaire. Oui, alors rapidement, nous, une perspective qu'on voulait mettre en place, c'était peut-être de fédérer les acteurs qui sont plus sur le premier degré et d'avoir peut-être un groupe de réflexion en fait, ensemble. On est plusieurs à être premier degré, donc réfléchir à des problématiques communes, notamment si on va avoir des collectivités représentées, EdTech Hauts-de-France, premier degré pour des achats, enfin des ventes aux collectivités, réfléchir aux relations avec l'éducation nationale de manière collective. Et pour moi, ça mettait en place un deuxième point, c'était peut-être d'avoir un système de veille autour des appels d'offres. Parfois, on ne voit pas forcément les choses passer et d'essayer d'y répondre ensemble quand on peut. On en a pas mal discuté l'année dernière, mais c'est vrai que ce n'est pas évident de voir tout passer au bon moment. Et voilà, j'avais envie de continuer à participer ensemble à des événements groupés, comme on a fait à Canopée. Je pense que c'était une journée où tout le monde était content. Voilà, et la journée au Cube aussi, qui va passer en mars, je pense qu'on est pas mal à participer. Voilà, avoir des actions communes de groupe.
Voilà. Et puis il y aura aussi PIX, Il y aura Plain aussi Image PIX, Experience, avec une table ronde sur comment collaborer avec l'éducation nationale. Vaste sujet. Ouais. On va le savoir. Alors, en additionnel la solution à la fin de l'heure, on est très content. Alors, PIX, c'est l'événement annuel de la Pleine Image qui aura lieu le 5-6 avril 2023. Ouais, 6 ou 6 ou 7, oui. Ouais. Et donc, ils vont proposer quelque chose autour de l'éducation. Alors aussi, on a donc l'enseignement supérieur, Déborah. Alors, sur l'idée, c'était la mise en place de rendez-vous communs pour découvrir des solutions EdTech. Voilà, il faudra voir aussi quel réseau on utilise pour se mettre OK là-dessus. Créer des partenariats EdTech et établissements d'enseignement supérieur dans le cadre du projet pilote. On en avait un peu parlé l'année dernière avec Vincent aussi. C'est vrai que ça va pas pu se mettre en place, mais ça pourrait être intéressant. L'inventaire, c'est pareil, des EdTech utilisés dans nos établissements. Je pense que ça serait intéressant. Donc, je vais lancer là ce premier un échange de bonnes pratiques autour des EdTech. Mise en commun des besoins de l'enseignement supérieur aussi pour une meilleure compréhension aussi des EdTech par rapport aux différents rendez-vous qu'on peut avoir avec eux. Et puis, faire profiter les EdTech évidemment régionales de Tech Hauts-de-France, de nos réseaux professionnels nationaux et internationaux. Voilà. Bon programme. Hein, on va tenter de tenir, c'est toujours très compliqué, mais on va tenter. Voilà. Avec Emmanuel, Loïc en ligne. Voilà, Vincent n'est plus à Junia, il est maintenant directeur adjoint de l'école à l'IMT Douai. Ouais. Ça, on va avoir des liens. Et puis, il y a Epitech aussi. Fabienne sera là tout à l'heure. Et puis voilà, sur la formation professionnelle. Sur la formation professionnelle, je faisais juste une petite introduction, parce que c'est vrai que finalement, là, quand on discute de formation professionnelle, en ce moment, on parle surtout d'argent, de gros sous, puisque c'est un secteur, la EdTech et la formation professionnelle en pleine explosion depuis 2019, 2020, 2021. Avec des investissements qui se comptent en milliards de dollars dans la majorité des pays. En France, c'est 1,3 milliard de dollars, mais qui se regroupent millions d'euros en France comme chiffre d'affaires, et avec croissance annuelle à 2 chiffres, encore une fois, depuis 2019-2018, mais qui sont regroupés sur 70% sur les 20 entreprises que vous voyez là. C'est du milliard. C'est du milliard. C'est 1,3 milliard. Tout à fait. On voit cette filière française à quel point elle a progressé avec des investissements qui vont qui vont encore augmenter en l'année prochaine de façon absolument considérable. Malgré tout, cette filière EdTech, elle comprend encore aujourd'hui 60% de structures de 10 salariés qui font un CA inférieur à 500 000. Donc, c'est en gros des monstres nationaux, voire souvent internationaux, type Segos, etc., qui aujourd'hui sont plus des problématiques de positionnement boursier, de fusion-acquisition, que de réflexion, tout en gérant le choc de l'innovation. Tu faisais l'allusion à GPT-3 tout à l'heure. C'est aussi un monde encore très jeune, puisque la moitié des entreprises ont moins de 5 ans dans les EdTech, ce qui n'est pas le cas des grands groupes qui, eux, ont en général plus de 20 ans. Si on regarde sur le monde entier et sur l'Europe, c'est là où on voit un peu les chiffres d'investissement. Les États-Unis sont les premiers investisseurs mondiaux avec 8 milliards et demi. L'Inde le suit très près et investit de façon absolument considérable et de façon désordonnée et fait à peu près n'importe quoi, puisque une des plus grosses sociétés de formation professionnelle est en train de faire faillite ces jours-ci. Si elle ne trouve pas rapidement 500 millions de dollars, puisqu'elle était cotée, elle a été dépassée de 2 milliards de dollars de cotation à peu près 50 millions de dollars. En gros, ce que vous avez vu dans le métaverse et les NFT est en train de se reproduire à peu près en temps réel aujourd'hui sur la formation professionnelle. Elles n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. Il n'y a pas les mêmes raisons systémiques, mais en tout cas, il y a eu le Covid a provoqué
provoqué tout simplement un surinvestissement. Et ben, une fois qu'il n'y a plus le Covid, on arrête de se servir de certaines technologies. C'est aussi con que ça. Mais les mecs n'ont pas anticipé qu'à un moment, il n'y aurait peut-être plus le Covid. Donc, quand on investit plusieurs milliards et que les gens arrêtent de se servir de certains outils, ben, simplement, on perd des sous. L'Europe s'en sort plutôt pas mal avec 3 milliards de dollars. Pour une fois, la Chine est derrière. Alors, pour des raisons tout simplement très politiques et pas économiques, les modèles chinois étant extrêmement particuliers eu égard au contrôle de l'État sur les programmes scolaires, ils ont un peu de mal à faire de l'exportation, à part quelques dictatures africaines ou asiatiques. Donc, c'est difficile pour les Chinois d'exporter du logiciel, de quelque sorte que ce soit, de toute façon, aux États-Unis, en Europe ou dans d'autres pays. Donc, c'est pour ça que nous sommes devant pour une fois. On voit que la France n'est pas si mal située. Comme d'habitude, l'Angleterre, dont on parle assez peu, est toujours en tête de tout. Globalement, il est en tête de tout en Europe. Hein. On a beau se foutre de leur gueule depuis qu'ils ont du mal avec le Brexit. Il reste très, très bien placé dans beaucoup de secteurs. Et voilà. Je vais faire un petit bilan là-dessus parce que c'est quelque chose dont on oublie un peu à notre échelle. Mais c'est 20 milliards de dollars par an de chiffre d'affaires mondial. Le cinéma, c'est 100 milliards à peu près. Le jeu vidéo, c'est 150. Et c'est en progression constante autour de 15 à 20%. Donc, c'est un domaine qui va peser très, 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 très lourd dans les années qui viennent. Et avec une progression constante sur au moins les 10 années qui sont prévues. Donc, les EdTech ne sont pas prêts, au contraire, continuer à progresser. 2 rendez-vous que je vais essayer de monter, c'est des choses dont on entend beaucoup parler, qui sont l'adaptive learning, le mobile learning, le micro-learning, usage et efficacité. Alors, voilà, on sait tous très bien qu'il y a une part de marketing et une part d'usage efficace. Je pense que ça sera intéressant de rencontrer des directeurs d'innovation, de grosses boîtes pour nous parler justement s'il y a du marketing, s'il y a des résultats, s'il y a de la quantification. Et puis, sur la reconversion professionnelle aussi, qui est un grand sujet de société, presque un sujet de formation, en quoi les EdTech et les parcours de reconversion, à un moment, peuvent avoir des points de convergence avec derrière tout ça, entre autres pour moi et pour d'autres, cette année, un grand travail de passerelle à mettre en route avec justement ces responsables d'innovation des grosses boîtes avec lesquelles finalement on ne communique pas beaucoup, hein, même si elles sont représentées dans les Hauts-de-France. On communique beaucoup avec le public, avec le semi-public, avec la région, avec le politique, avec les petites structures, mais je reprendrai le Ségos par exemple, ou la PAV, c'est des gens qu'on connaît, moi je les connais, on les connaît un peu, mais ils ne font pas partie pour l'instant de notre sérail, on n'a pas des relations établies avec eux, et je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut faire. C'est vrai que depuis 2018, les OF en général et ces centres de formation étaient, donc on a eu la loi Pénicaud, on a eu le Covid, donc pour l'instant on est à un retour. Il y a l'étude GAFI qui nous donne plutôt qui est une étude extrêmement bien foutue, qui donne des premiers retours. On est encore assez léger aujourd'hui sur ce qu'a donné la loi, qui était censée, entre guillemets, réduire les 200 000 centres de formation français qui faisaient tout et n'importe quoi. Je ne suis pas convaincu pour l'instant que ça a atteint ces objectifs-là, loin de là, même si la certification Calliope était censée mettre un peu les choses au carré. Il reste beaucoup d'acteurs de toute taille dans la formation professionnelle, de toute taille, de toute nature et de toute compétence et de toute forme. Et puis, il y a une accélération évidente du blended learning, à défaut d'avoir du full learning online, via le Covid, qui a plutôt eu des bons retours, quand il n'a pas été, même s'il a été subi, en tout cas par les scolaires. Pour les professionnels, enfin pour la formation professionnelle, c'est plutôt un bon outil quand il est bien utilisé, comme tous les outils du monde. Donc pour l'instant, c'est des choses qui sont aussi développées. Donc on est encore dans une période d'ébullition et pas une période sur laquelle on peut encore vraiment se poser en disant voilà quelles sont les grandes directions, etc. Encore une fois, je vous le dis, il y a beaucoup d'intérêts financiers derrière aujourd'hui.
de rachat. Quand vous intéressez à la formation professionnelle, les 10 premières infos que vous allez avoir, c'est des infos de fusion-acquisition et de machin à racheter machin, et machin à racheter 5 boîtes, et lui à racheter 2 boîtes le matin, avant vraiment de creuser pour voir de l'innovation pédagogique, des prises de position, etc. etc. Donc voilà le chemin que nous nous fixons pour 2023, c'est effectivement de tisser des liens un peu plus forts avec ces gros acteurs internationaux et nationaux de la formation professionnelle dans notre région, puisqu'ils sont présents. Très bien. Merci à vous. Bon chantier en tout cas, merci Olivier. Voilà, ça c'est le rappel un peu des chantiers qu'on avait évoqués précédemment, mais on a toujours cette question de l'annuaire, de la cartographie des acteurs, en tant que membres. Là, avec le site internet, ça va permettre d'avancer un peu plus vite. Voilà, la communication, comment on peut va permettre aux adhérents de communiquer sur EdTech Hauts-de-France, des événements visibles, donc ça, on en fait, il va y en avoir en 2023. Une plateforme de matching entre offreurs et acheteurs de solutions, donc ça c'est toujours un peu le défi, hein, de comment rapprocher les acheteurs et les offreurs de solutions EdTech. Outils d'influence et d'expertise pour les décideurs publics privés, donc ça c'est, on va dire en général, sur quoi on travaille auprès des institutions. Et puis voilà, un support de veille, et puis le DU EdTech aussi, qui sera dans les cartons. Le prix de l'entrepreneur EdTech, on voudrait réitérer, notamment à partir de mars-avril, généralement. Et voilà. Et puis, est-ce que vous avez d'autres envies ou échanges pour 2023 N'hésitez pas, en ligne et en présentiel, à vous exprimer, si ça vous paraît plutôt bien, de feuille de route en tout cas. Pas bien, pas discrètement après. Non, ça va. Super. Ben voilà, on arrive au 18 à 18h, donc on va pouvoir partir en visite. En visite du cul, peut-être. Ouais, mais c'était prévu, c'était prévu. C'est fort. C'est très fort. Peut-être, Bertrand, si tu veux, je t'ai mis la frise, si tu veux. Si tu veux expliquer ce qu'est le cube pour personne. Oui, je peux faire ça, avec plaisir. Donc, le cube est porté par l'ensemble scolaire UIC, déjà pour redonner un peu le contexte. L'ensemble scolaire UIC sur Tourcoing, c'est une école, 4 collèges, 2 lycées, un campus d'enseignement supérieur et un centre de formation qui se trouve dans la rue ici. Et en 2015, cet ensemble scolaire UIC, qui représente aujourd'hui 6300 apprenants, écoles, collèges, lycées, étudiants, etc., a eu l'opportunité de faire l'acquisition de cette friche industrielle textile juste à côté. Donc voilà, comme je dis toujours, quand il y a des mètres carrés comme ça à disposition juste à côté, en plein centre-ville, on évite de les laisser passer. Et donc, cette acquisition étant faite en 2015, la question se pose de ce qu'on en fait. Donc, les chefs d'établissement avaient une première vision, c'était de rapprocher un des lycées qui est plus en centre-ville de celui qui est là, pour optimiser un peu les usages et les moyens. Et une autre idée est arrivée sur la table, un peu comme ça discrètement, c'est de se dire que est-ce que la pédagogie qu'on apporte à nos élèves primaires et secondaires est encore en adéquation avec l'évolution de notre société dans ce 21e siècle, avec tous les chiffres que vous connaissez et qu'on a remarqués là, hein, c'est-à-dire que les métiers les plus recherchés aujourd'hui n'existaient pas il y a 10 ans, ceux que vont faire nos collégiens et lycéens dans 10 ans quand ils vont sortir n'existent pas encore. On sait aussi que les compétences techniques ont une durée de vie de 12 à 18 mois aujourd'hui. On sait aussi que les jeunes qui sont aujourd'hui au collège ou au lycée vont vivre 10 à 15 missions différentes tout au long de leur vie. On ne parle plus de métier, on parle de mission. Voilà, tout ça, la question qu'on se posait, nous, comme bien d'autres, c'est est-ce qu'on prépare bien nos élèves à tout ça? Et quand on regarde un peu l'évolution de ces métiers, on sait que, quand on regarde de plus près, on parlait des compétences techniques, qui, elles, ont une durée de vie très courte. Par contre, il y a des compétences qui, elles, sont beaucoup plus stables et dont on entend parler de plus en plus. Ce sont les compétences transversales, les soft skills, les 4C, le vocabulaire que vous connaissez. Et donc, on se dit, est-ce que dans nos salles de classe, où les élèves sont là, dans cette salle, parce qu'ils ont le même âge,
et qui suivent le même emploi du temps toute la semaine, est-ce que ça facilite le développement de ces compétences transversales? La réponse, vous la connaissez, hein, c'est un peu, mais pas tant que ça. Et donc, on s'est dit qu'il fallait un lieu pour, au départ, notre ensemble scolaire, EIC, qui facilite le développement de ces compétences transversales, qui facilite la prise de risque, qui facilite l'innovation, qui facilite les projets, les défis, parce qu'on sait que ces compétences-là, ce n'est pas un cours de créativité qu'il faut faire, mais c'est bien des expériences, et c'est en situation qu'on développe la créativité, etc. Et donc, la première idée, c'est celle-là, c'est d'avoir un lieu informel qui vient en complément de la pédagogie formelle, dans lequel tous les codes scolaires sont supprimés. Il n'y a pas de bureau de prof, il n'y a pas de tableau, il n'y a pas de sonnerie. Voilà. Et la deuxième idée qui vient tout de suite après, c'est de se dire que ces compétences-là, on est tous dans cette société en capacité de les transmettre à notre jeunesse. Et donc là, on commence à parler aux entreprises, aux startups, aux associations de responsabilité éducative. On se dit qu'on a tous dans cette société, et aujourd'hui plus que jamais, une responsabilité éducative. Et donc, c'est comme ça que, sans le savoir, au départ, on a fait un tiers-lieu. Voilà. On fait tiers-lieu puisqu'on a tous dans cet espace la possibilité de partager, de transmettre tout au long de la vie, de se reconvertir et de développer des compétences, des nouvelles compétences tout au long de la vie. Et c'est comme ça que ces deux lignes qui étaient un peu éloignées, celle de la société et de l'éducation, se rassemblent au cube parce que l'éducation est une relation et qu'elle nous apprend la relation. Voilà un peu notre ligne directrice. 4 espaces, pour ceux qui n'ont pas visité, on pourra les voir rapidement. 4 niveaux. Alors, le nom du bâtiment, c'est simplement la forme du cube. Hein. Voilà. Il y a 1200 mètres carrés par étage. Et on a dû faire une petite extension au rez-de-chaussée parce que c'était un peu trop petit. Donc, le deuxième étage, je vais vous le présenter dans cette manière-là, sur la manière dont on pourrait l'utiliser dans sa globalité. On a mis au deuxième étage les enjeux sociétaux du développement durable. Donc, l'idée, c'est qu'au deuxième étage, on prenne connaissance de ces enjeux sociétaux liés au développement durable et un espace de créativité. Donc, face à ces enjeux sociétaux au deuxième étage, on se met en créativité dans un espace de co-design, les enjeux du développement durable, mais aussi les enjeux d'orientation pour nos élèves ou les enjeux de sociétaux, les enjeux économiques. Donc, au deuxième étage, on se met en créativité. Une fois qu'on a notre idée de projet, qu'elle est présente, on sait bien que toute idée a besoin de travailler, donc on peut descendre d'un étage. On se retrouve sur l'étage dans lequel on est ici, sur l'étage UX, expérience utilisateur. L'idée, c'est que notre idée, notre projet, on le dépose au centre du premier étage, dans la pièce qu'on verra après. Et toutes les pièces qui sont en périphérie permettent de se mettre en petits groupes et de travailler sur le projet et de mettre ce projet en expérience utilisateur, de faire venir des usagers, des particuliers, des élèves, etc. On a un centre de relations clients, on a l'espace de coworking qui vous est ouvert également, des espaces avec vitres sans teint pour expérimenter et vivre une expérience sans la déranger, l'espace relations communication, l'espace studio-pédagogique qui est juste à côté. Enfin, voilà, tous ces espaces-là permettent d'approfondir et d'améliorer l'idée ou le projet qu'on a eu. Et une fois que ça a bien été maturé, on peut encore descendre d'un étage, on se retrouve au Fab Lab, et là, on peut donner vie à notre produit ou à notre service. Donc, le Fab Lab de 1200 mètres carrés, avec la partie grand public du Fab Lab, impression 3D, découpe laser, scanner 3D, etc. Enfin, tout ce petit matériel dont on peut apprendre à se servir en une demi-journée ou 2 jours maximum, et une partie plus professionnelle du Fab Lab, puisqu'on a des formations au lycée professionnel, comme le voit, la menuiserie, c'est la même chose. C'est bien. Et l'usinage, et la programmation, etc. Voilà. Donc, tout ça, c'est à disposition, et ça permet, quand on a des prototypes à faire, pour des entreprises, de donner du sens aussi à ce que font les élèves dans leur apprentissage. Et une fois que notre produit, notre service, notre maquette est présente, on peut commencer à communiquer dessus. Donc là, on descend encore d'un étage, et on a les espaces cinéma audiovisuel, avec la régie au centre, le studio fond vert, la salle de projection, la salle de montage et la salle de briefing développement. Chacun de ces étages peut être pris dans la globalité, comme là, on n'a pas encore d'exemple d'action avec une entreprise sur la globalité des étages, mais on peut aussi venir que pour un des étages, pour une salle. Et donc, voilà. Et tout ça avec les open badges, bien sûr, qui permettent
puisqu'on développe des compétences de manière plus informelle, qui ne sont pas reconnues par les diplômes, pas suffisamment. Et donc, les open badges permettent d'avancer dans cette reconnaissance ouverte. Voilà le petit pitch. Merci Bertrand pour ça. Alors, on va vous proposer, pour ceux qui sont là physiquement, d'aller en visite, simplement, ceux qui ne connaîtraient pas encore physiquement les lieux. Et puis, pour ceux qui sont en ligne, ce que je peux peut-être vous proposer, c'est de se retrouver à 18h30. J'essaierai aussi de vous projeter, de le faire en hybride pour le meet-up tech. Ceux que ça intéresse. Je vais arrêter de partager l'enregistrement.